J'invite Éric Orsena à me rejoindre, je vous en prie, romancier académicien qui est très concerné depuis très longtemps par tous ces sujets, qui a suivi d'ailleurs attentivement les tables rondes depuis le début. Alors je vous en prie, je vais devoir meubler parce qu'Éric Orsena est en train de discuter avec Madame MacGregor. Vous le voyez peut-être pas derrière votre écran, mais je vous tiens informé de ce qui se passe. Je vous en prie. Voilà, vous discutez, et je vous ai perdu, Monsieur Orsena. Où vous voulez, soit en charmante compagnie, évidemment. Alors, vous êtes évidemment vous êtes intéressé, passionné par ces sujets depuis bien longtemps, mais alors, il y en a un là qui vous tient à cœur et vous avez suivi attentivement, c'est la question de l'acceptabilité. Oui, puisque figurez-vous que j'étais en baie de Saint-Brieuc hier. C'est vous dire que, en ce moment, l'éolien en mer n'a pas bonne presse. C'est le moins qu'on puisse dire. Et moi, je suis grand témoin depuis 7-8 ans des rencontres du syndicat des énergies renouvelables. Et la question d'acceptabilité ne se posait pas il y a encore 3-4 ans, et maintenant explose. Et donc, la question qui se trouve posée est une question qui m'intéresse bien, puisque je ne suis pas un spécialiste de l'énergie, mais évidemment, ça me passionne. Mais il y a 2 autres domaines dans lesquels je suis, disons, de moindre incompétence. C'est le domaine de l'eau et c'est le domaine de la santé, puisque je suis à l'Académie française au fauteuil de Pasteur et je suis ambassadeur de Pasteur. Et donc, en vous écoutant, une remarque m'est venue. Il y a, on disait, une différence entre le possible et le réalisé. On le voit. Et l'écart entre le possible et le réalisé en France est gigantesque. Et je le connais par cœur parce que j'ai été 20 ans conseiller d'État. Donc j'ai vu ce que c'était que le recours et le recours et le recours et le recours. Et si vous avez un mauvais jeu de mots, plus il y a de recours, plus on avance lentement. Et donc, je rajoute, au fond, un préambule. C'est-à-dire que si vous n'avez pas conscience que c'est nécessaire, vous repoussez sans problème l'écart entre le possible et le réalisé. Et en réfléchissant sur l'eau et en réfléchissant sur la santé, j'arrive à des conclusions assez semblables. C'est-à-dire que j'ai écrit un livre de vulgarisation scientifique sur les moustiques, qui s'appelait « Géopolitique des moustiques », il y a 7 ans. Et en prédisant une pandémie à cause des moustiques, qui transportent des parasites qu'on appelle la dengue. Et la dengue, c'est autre chose en létalité qu'avec les Covid. Les gens disaient, non, on n'est pas concernés. Je vous rappelle que 60 départements français accueillent des albopictus, moustiques tigres, donc potentiellement porteurs de ça. On dit, non, ça ne nous concerne pas. Et de la même manière, on disait, de toute façon, en France, il y a de l'eau. Et moi, je me souviens, il y a très peu de temps, d'une rencontre avec un collègue, confrère de ce cher préfet Carinco, c'est le préfet Mayos à Toulouse, et j'étais avec le maire, le téléphone sonne, c'était le préfet, qui dit, il paraît que vous savez 2-3 trucs sur l'eau, est-ce que vous accepteriez de rencontrer monsieur le préfet? L'État, moi, c'est quand même bon. Et donc, évidemment, je vois le préfet, il dit, bon, très bien, j'ai plus d'eau dans la Garonne, comment je fais? C'est-à-dire que on n'a pas conscience en France que ce qu'on a connu ne va pas durer toujours. Et que moi, ce que je vois, 3 débats simultanés qui se posent, en France, qui se posaient ailleurs, et qui se posent. Il n'y a eu aucun débat démocratique depuis très longtemps sur l'eau, alors qu'on est en pleine rareté. Aucun débat, au fond, démocratique sur la santé, la nécessité de vaccination.
regardez ce qu'on a eu, etc. En tant qu'ambassadeur de Pasteur, j'ai été insulté et menacé parce que, évidemment, j'étais pour le vaccin, le principe même du vaccin, puisque j'étais vendu, pourri, etc., etc. Pareil pour l'eau. Et regardez ce qui s'est passé. Donc, vive la Creux, pour 2 raisons. D'abord parce qu'on aborde la question de l'énergie de cette manière-là. Mais pendant très longtemps, on a considéré les Français dans le domaine de l'énergie comme des enfants. Enfants qui étaient... on leur disait circuler, il n'y a rien à voir. L'uranium, c'est parfait, vous n'avez pas le droit de dire que c'est pas bien, ou etc. Il n'y avait aucun débat, c'est pas possible. Enfant, parce que c'était pas cher, donc très bien. Enfant, parce que c'était... regardez ce qui se passe en Bretagne. Moi, ça me frappe. On refuse le nucléaire. On refuse Plogoff. Parfait. Le solaire, on sait qu'en Bretagne, c'est pas quand même vraiment spécialité, même si c'est... Il fait beau et les panneaux peuvent avoir un meilleur rendement. Hein, d'accord. Bon, il peut faire beau. On dit qu'il fait beau, chaque jour un peu. Voilà. Bon, mais enfin, voilà. Et puis l'éolien. Donc, c'est-à-dire que, au fond, ils se disent, on a toujours eu de l'énergie. Pourquoi on ne continuerait pas à en avoir? C'est cette vision qui demande une réflexion de différentes spécialités, mais aussi de se dire, encore une fois, que ce qu'on a connu ne va pas durer toujours. Et que vous pensez qu'il n'y a pas une prise de conscience? Il y a une prise de conscience. Il y a quelque temps, la météo, on se posait quand même des questions, on commence à se poser des questions. Mais il y a une prise de conscience de principe, et là on fait quoi? Et on en tire quoi comme conséquence? Principe, oui, bien sûr, on dit tiens, c'est abstrait. Mais il y a quoi comme conséquence? Et moi, ce qui me frappe de plus en plus sur la question de la faiblesse de la démocratie, c'est son incapacité à poser des valeurs de long terme. Pourquoi? Parce que c'est le principe même de la démocratie qu'il faut régulièrement des campagnes électorales, on le voit. Mais comme maintenant la campagne électorale est, la campagne en tout cas, est quotidienne, voire infra-quotidienne, avec toutes les chaînes, les réseaux, etc., comment vous pouvez donner de la valeur au long terme? Je le vois dans mon domaine de l'eau. Il faut énormément de vertu au sens latin du terme pour privilégier, par exemple, le renouvellement des réseaux, la réhabilitation des réseaux, plutôt qu'une production nouvelle. Si vous avez une production nouvelle, vous aurez la presse avec les gamins sous l'eau potable, etc. Si vous réhabilitez les réseaux, vous allez faire chier tout le monde avec des travaux dans la ville, et puis vous déplacerez évidemment personne du Télégramme de Ouest France pour dire qu'il y a une réhabilitation des réseaux. Donc, moi, j'ai commencé à être économiste, passionné par le plan à la française, qui, je vous le rappelle, était en même temps lié à la Datar. On a cassé tout ça. Donc, vive la Creux. Non, mais vive la Creux. Moi, c'est ça que je demande dans les domaines. J'adorerais qu'il y ait Creux avec eux, que ça soit l'eau. Qu'on se projette un peu, qu'on essaye de voir. À quoi servent les réformes si on ne sait pas où on va? C'est de l'agitation. Et l'agitation, pour moi, c'est absolument l'inverse de l'action. Donc, ce qui me passionnait ici, vous voyez, dans ces questions, c'est ça. Et quand on a vu l'échec de Pasteur, vraiment ma maison, comme ça, l'échec de Pasteur à cause du vaccin, quand on voit l'affaire, pourquoi? Le diagnostic, c'était des bisbilles à l'intérieur, mais c'est pas ça du tout. En 61, qui invente l'arrêt messager? C'est des pasteuriens. Et après, boum, et on voit très bien comment ça se passe, les financements, etc. Donc c'est des diagnostics-là qu'il faut faire de la société française. Donc moi, ce qui me passionne, au-delà de la question précise de l'énergie, c'est ce diagnostic de la société française. Et un dernier point que je voudrais dire, j'ai parlé du temps, maintenant je vais parler des espaces. Il y a un espace de l'acceptabilité
Et à mon sens, ce n'est pas l'espace national. Et il y a un espace de la possibilité industrielle, et à mon sens, ce n'est pas non plus l'espace national. Et quand je vois la transition agricole qui me passionne dans ma Bretagne, eh bien, ce n'est pas à Paris qu'on va décider ça. Donc, pourquoi? Parce que, évidemment, quand vous prenez ces éléments-là, la transition, une transition énergétique nationale, en fonction de différences qu'il y a entre Dunkerque, Nice et puis Cayenne, c'est pas là que ça se passe. Si on avait posé la question régionale de dire comment est-ce qu'on fait? On a besoin d'énergie. Et l'énergie, quelle sera la source d'énergie en Bretagne? Comment on fait? On aurait expliqué. On n'a pas expliqué. On n'a pas expliqué. Il y a des transferts, des choses comme ça. Et en même temps, on dit comment est-ce qu'on va faire pour avoir une filière dans les différents domaines? Ben, à mon sens, elle sera pas uniquement nationale. Donc, vous voyez, moi, ce qui me passionne dans ces articulations des transitions, c'est de savoir quels sont les deux espaces, les deux assiettes de référence pertinentes pour l'action. C'est-à-dire, quelle est l'assiette temporelle? Est-ce qu'on est pris en otage par le court terme sans arrêt? Et l'autre côté, c'est quelle est la bonne assiette spatiale qui permet que les gens se sentent concernés. Et donc, moi, je vois que sur ces questions-là, quand vous prenez l'énergie, quand vous prenez l'eau, quand vous prenez la santé, ce sont des reflets de nos sociétés, ce sont des miroirs. Dis-moi comment tu produis l'énergie, avec quel risque pour le climat, à quel prix et pour qui, je te dirai précisément à quelle société tu appartiens. Pareil pour l'eau, pareil pour la santé. Donc vous voyez, les questions qui sont posées, c'est une démocratie face à 3 enjeux qui sont l'eau, l'énergie et la santé. Et je vais rajouter très très vite la question du sol, qui est en rareté énorme aussi, comme vous savez. Donc vous voyez, ma position, elle est évidemment pas celle comme il y a des spécialistes immenses qui sont là présents et puis qui nous regardent, mais ce que je peux très éventuellement apporter, c'est ce genre de ressemblance et ce genre d'alerte sur le rendez-vous, parce que si la démocratie n'est pas efficace pour avancer, à ce moment-là, on légitime ceux qui sont des dictateurs parce qu'ils disent « moi j'ai besoin pour les transitions de 20 ans et j'ai pas besoin d'être emmerdé par des réélections sans arrêt ». Vous voyez, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, j'ai tout dit et je vous ai embêté, donc à bientôt. Ah non, vous n'avez pas embêté. Il reste encore du temps, hein. Il reste encore du temps, vous avez été même plus court que prévu. Alors moi, je peux vous poser des questions, si vous voulez, hein, derrière votre écran, n'hésitez pas, toujours dans l'onglet questions-réponses. Puis si jamais quelqu'un ici dans le public veut commenter, réagir, poser une question à Eric Orsena, il peut le faire. Je vais rajouter un point. Oui, allez-y, vous avez le temps. Hein. Justement, il va s'agir du temps. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que ça fait 20 ans maintenant que je travaille sur la mondialisation. Et on a une référence à la mondialisation uniquement spatiale. Et pas temporelle. Et pas temporelle. C'est-à-dire la variable temps, on ne considère pas. Et alors, cette question-là est absolument clé. Parce qu'il y a des gens chez nous, on a vu les élections, chez nous en Bretagne, qui disent « Allez, on va arrêter l'élevage de porc en Bretagne. » Bon courage. Et puis d'autres qui disent « On va continuer comme avant. » Ben, bon courage aussi. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait et quel est le calendrier? Vous voyez, une feuille de route, c'est bien, mais le calendrier, c'est mieux. Moi, il y a un truc qui me ravit, parce que j'essaye, c'est mon métier, moi je suis dans les mots, hein, bon, donc voilà, je suis comme ça, mais il y a des phrases qui sont quand même pas si bêtes. La différence entre le réel et le rêve, c'est une date. Et ça marche dans tous les domaines, y compris amoureux. Vous n'avez pas de date, c'est un fantasme. Vous avez une date, c'est un rendez-vous. Et bien c'est pareil dans tous les domaines. Bon, on sent qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de rendez-vous. Hein, vous avez vu chez les industriels. Et comme la vie amoureuse n'est pas complètement éloignée d'une question d'énergie, même à mon âge, je veux des dates.
Très bien. Vous comprenez? Je comprends tout à fait. Vous avez compris Je vous le message? Je comprends très bien. Merci. Le message. Mais justement, votre vision, votre vision, parce que d'accord, vous dites, c'est décidé à l'idée, à l'image il y a un État qui décide. On voit, il y a la stratégie nationale bas carbone en France qui a été décidée. Il faut bien quand même une ligne directrice. C'est comment on fait après à l'échelle des régions entre la dimension territoriale et le fait d'avoir une feuille de route. Mais je ne vais pas parler face à un préfet que je méprise l'État. Bien entendu, j'ai jamais dit ça. Jamais. Parce que, et par conviction et par habileté, je saluerai l'État. Mais simplement, je veux dire qu'on peut moduler. Comprenez? Moi, j'ai vu... On peut un peu décentraliser, vous voulez dire? Bien sûr, mais avec clarté. Qui fait quoi? Les gens, ils viennent pas pour une raison, c'est qu'ils savent pas qui fait quoi. Donc, quand vous avez les lycées, c'est d'un côté, les machins, etc., les écoles de l'autre, qui va s'y retrouver? Donc, qui fait quoi? Moi, j'ai vu dans le domaine de l'eau, je veux dire, qui va croire qu'à Bercy, on gère mieux l'eau que les 6 agences de bassin? Qui va croire? Toujours l'idée de Bercy, qu'à Bercy, c'est dommage que la ministre ne soit pas là, mais elle est assez d'accord avec moi sur On lui transmettra le message. Oui, je pense que... Mais elle a déjà entendu de ma part et d'autres, et en plus elle est d'accord. C'est que la règle de Bercy, c'est à Bercy, de toute façon, on sait mieux et pour moins cher. Eh bien, c'est 2 fois faux. C'est 2 fois faux. Et donc, il y a des responsabilités claires. Et l'eau, c'est pas une globalité, encore une fois, entre Dunkerque et Cayenne, c'est pas la même chose. Je voudrais dire sur la France laboratoire, vous allez parler des villes après. Oui, tout à fait. Mais les laboratoires, il y a un laboratoire potentiel que je vois dans le domaine de la santé. Et ça marche plutôt bien dans le domaine de la santé, c'est Cayenne. Quand je vois les possibilités de la Guyane, dans tous les domaines, mais prenons celui de l'énergie, où au fond, l'énergie à Cayenne, c'est du diesel qui arrive. Avec tout ce qu'il y a. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est exactement une sorte de subvention imbécile, avec évidemment des intérêts locaux, pour que on continue dans cette sorte de dépendance insupportable. Et qu'on a cette chance d'avoir des laboratoires potentiels répartis un peu sur l'ensemble du territoire, bah c'est magnifique. Et ce qu'on a dit, quand même, sur le maritime, on a quand même la deuxième façade, le deuxième rivage du monde. Donc on a des possibilités. Vous voyez ce genre de mécanisme-là. Quand je vais en Guyane, à chaque fois, je me dis, bon, vous savez, moi j'ai appris un truc tout simple, c'est que d'être une sorte de petit, minuscule, mais chevalier du possible. Vous voyez? Et quand on me dit ce que c'est que la culture, je dis la culture, c'est le pourquoi pas. Le pourquoi pas. Et ce que je déteste, la phrase que je déteste, c'est pas pour moi. La danse classique, c'est pas pour moi. La musique, c'est pas pour moi. L'éolien marin, c'est pas pour moi. Et pourquoi? Ou pire, c'est pas pour nous. C'est-à-dire, ma famille m'a pas donné la possibilité de rendre ça possible. Donc, moi, ce que j'aime avec des institutions bien trop rares, comme la Creuse, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un laboratoire du possible. Et qui dit, ben, pourquoi vous n'y allez pas? Et alors, pourquoi vous n'y allez pas? Encore une fois, parce que vous n'avez pas été suffisamment en amont pédagogue pour expliquer que c'était nécessaire. Quand on n'a pas dit que c'était nécessaire, pourquoi ça changerait? Et vous savez, au fond, pourquoi j'ai appris ça? Pour une raison très simple. C'est que je suis petit Parisien, je passais 3 mois par an en Bretagne. Je me rendais même pas compte que le temps passait quand j'étais à Paris. De temps en temps, il y avait des feuilles qui tombaient, on les ramassait vite fait, et voilà. Bon. J'arrivais en Bretagne, 11 mètres d'écart, marée haute, marée basse. Donc je me suis dit, ben, l'incertain, l'instable, c'est ça. C'est ça la vérité de la vie. Et la vérité de la vie, encore une fois, c'est hallucinant de voir à quel point, je comprends, il faut être tranquille, etc., mais les êtres humains sont au fond des rentiers d'eux-mêmes et de leur société. Ils pensent que, voilà, c'est ça. Et donc, pour reprendre, et là vraiment pour finir, parce que je ne veux pas vous gonfler trop,
Vous ne nous confirmez pas. Franchement, je voudrais reprendre, vous savez, il y avait une publicité là d'EDF. D'ailleurs, EDF, ça va être passionnant, hein, parce qu'il faut évidemment réformer EDF. Et EDF, moi, je suis viscéralement attaché à l'entreprise, comme vous le sentez, mais aussi au service public. Donc, le rendez-vous de la France avec EDF, c'est la possibilité, ou possibilité manquée, de recréer ce que c'est un service public. Voilà. Et une société comme la nôtre, s'il n'y a pas de service public, efficace, ambitieuse, gardant les compétences, parce qu'on va avoir besoin du nucléaire pendant un bout de temps, et puis il ne faut pas perdre les conséquences. Donc, il y avait une pub qui était, vous savez, nous vous devons plus que la lumière. Eh bien, grâce à la Creux, nous vous devons plus que le passé. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous, Éric Orsena, pour ce témoignage. Est-ce que M. Carinco veut réagir, veut dire quelque chose? Que là, vous avez entendu Vive la Creux au moins 3 fois. J'aime beaucoup Éric. Moi, de temps en temps, je dis, la démocratie peut-elle encore inventer l'avenir? Et lui, il le propose différemment. Il dit, donnons-nous les moyens pour que la démocratie invente l'avenir. Et il écrit, et il rajoute, et ça se fait sur 2 plans, un plan spatial et un plan temporel. Hein, c'est exactement ça que j'ai retenu, et je le remercie de le dire avec cette acuité-là et cette qualité-là. Et je rajoute, quand il dit la Creux, le vrai sujet, c'est, est-ce que, je vais au-delà de la Creux, est-ce que les autorités administratives indépendantes, auxquelles je crois, sont un accessoire, un auxiliaire indispensable de la démocratie, notamment représentative? Je le crois, et je reviens à l'Europe, en Zingersen, c'est un des apports de l'Europe, ces autorités administratives indépendantes, comme appui à la démocratie pour lui permettre de construire l'avenir. C'est spatial et temporaire. C'est la synthèse que moi je fais de ce que dit Éric. Allez-y, je vous en prie. On pourrait compléter parce que on a bien vu avec, vous savez, la réunion des gens sur le climat. Donc, là, il y a indépendant et incompétent. Là, avec la Creux, il y a indépendant et compétent. Au pire, les deux sont complémentaires. Ce sera un joli mot de conclusion de votre part, Éric Orsena.